Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse a rendu compte d'un tableau fort contrasté au sujet de la première semaine de l'année scolaire 2018-2019 au Cameroun. Un tableau où les nuances, où les images des premiers cours dans beaucoup d'établissements, de zones francophones surtout, peinent à consoler de la logique de l'horreur mise en œuvre par les activistes sécessionnistes au nord-ouest et au sud-ouest. Là où l'école a repris ses droits, les parents d'élèves n'ont pu que peu se réjouir de l'entrée en vigueur de la réforme sur le livre unique. Aménagement qui a induit une belle baisse des dépenses sur l'école, mais dont l'objet, le manuel, si rare. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? Pourquoi je n'ai pas les images du titre? Des titres, vous allez doubler après? Il m'entend? Ah! Mais ce sera bien en off. Ah, ok, d'accord. Parce que je ne savais plus si je devais continuer à regarder la caméra ou pas. C'est bon, alors allons-y. Mesdames et messieurs, bonsoir. La presse a rendu compte d'un tableau fortement contrasté au sujet de la première semaine de l'année scolaire 2018-2019. Un tableau où les images des premiers cours en beaucoup d'établissements, de zones francophones surtout, peinent à consoler de la logique de l'horreur mise en œuvre par les activistes sécessionnistes au nord-ouest et au sud-ouest. Là où l'école a repris ses droits, les parents d'élèves n'ont pu que peu se réjouir de l'entrée en vigueur de la réforme sur le livre unique. Aménagement qui a induit une belle baisse des dépenses pour l'école, mais dont l'objet, le manuel, est si rare que sa recherche suscite l'exaspération et éclipse le soulagement. Et puis, il y a le débat vif autour du programme d'éducation à la santé de reproduction en 5e, jugé trop posé par les uns, ou au contraire absolument à la hauteur des enjeux de l'heure pour d'autres. Alors, quelle somme au bas de la colonne des plus et des moins alignés en marge de la copie en ce début d'année scolaire? Question à 3 panélistes ce soir. Georges-Alain Boyomo, directeur de publication de Mutation, bonsoir. Bonsoir, chez Tabilé. Henri Merci Bomba. pour l'invitation. C'est nous. Henri Bomba, coordonnateur des rédactions du groupe La Météo, bonsoir. Bonsoir, Chita. Et puis Serge Pout, le chef du département de la production web et transmédia à CR TV Productions, bonsoir. Bonsoir, Chita. Pour camper le premier mouvement du débat, messieurs, je vous propose cette rétrospective sur les derniers jours au nord-ouest et au sud-ouest. Lorsque nous allons terminer avec... Terminal A4 au lycée bilingue de Boya. Le premier contact de l'année scolaire est établi entre le professeur de philosophie et ses élèves. En première TI, quelques élèves ont aussi répondu présent ce mardi matin. Au Government High School GHS de Boya, tout comme à l'école publique francophone groupe 1 et 2, le corps enseignant, personnel administratif et élèves sont en place. Le gouverneur Bernard Okalia Bilay a lui-même effectué un tour pour toucher du doigt la situation. Nous avons constaté la présence effective des élèves dans les salles de classe qui suivaient des cours, la présence effective des enseignants qui dispensaient des cours. Donc nous pouvons conclure que la rentrée est effective comparativement à hier où les choses n'avaient pas encore réellement pris. L'ambiance générale n'affiche pas une grande affluence
Et le numéro 1 du Sud-Ouest rappelle que le train est déjà en marche. Nous demandons aux parents d'accompagner les enfants à l'école. Et nous demandons aux élèves du secondaire de venir à l'école. Qu'ils sachent que pour avoir des résultats positifs, ça commence maintenant. Les délégués régionaux de l'éducation de base, Dorothy Motazé, et des enseignements secondaires, Hana et Tondemboua, étaient dans la suite du gouverneur. La communauté éducative du Sud-Ouest se dit confiante de ce que la reprise se fera progressivement au fil des jours. Une marée humaine au stade municipal de Bamenda. Ce sont les femmes pour la plupart. Des images insoutenables montrant des militaires et des civils froidement assassinés, des propriétés publiques et privées détruites, le spectre de la violence qui plane au quotidien sur les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest les rassemble. La mère de l'humanité est sans voix. J'ai perdu des gens très importants, des amis, des frères, des gens en famille qui n'ont même plus de maison, qui vivent dans la peur, qui sont frustrés. Rien qu'une balle qui saute ses mains comme ça. Même moi-même, je ne sais pas si vraiment je veux vivre, mais je demande la paix. Je ne veux plus de tout ça. Regardez, cet homme qu'on a tué à Maïfort, c'était un taximan. Il a 3 petits-enfants. Qui va s'occuper des enfants? Les femmes n'en peuvent plus. Elles sont sorties par dizaines de centaines de leur mutisme. Chacune un arbre de la paix à la main, l'habit noir, symbole de tristesse et de larmes pour dire non aux atrocités. Les femmes sont venues de partout à Bamenda. Les autres hommes même sortis du Sud-Ouest, sont même sortis de Yaoundé. Parce que les femmes sont fatiguées, on veut la paix. C'est seulement la paix qu'on veut. Les femmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont puisé dans la Bible pour prêcher le pardon. Par des scènes de lamentation dans la pure tradition des peuples du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, elles disent que leurs larmes appellent leur fils ou leur mari à revenir à la raison pour que la paix règne partout au Cameroun. Le titre de cette édition de Scène de presse l'indiquait, un tableau contrasté. Henri Bomba, on vient de le voir à travers ces deux éléments qui nous sont parvenus du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tentative timide de reprise, mais une escalade des exactions et de la violence telle que les observateurs les plus patients sont quasiment à bout. Vous avez raison de le dire parce que ces images sont vraiment insoutenable et je pense qu'il n'y a pas de mots véritablement pour pouvoir décrire cela. Nous sommes dans une envolée de malheurs. Nous assistons à des crimes. Nous avons le sentiment que dans ces régions-là, ceux qui orchestrent, ceux qui sont, j'allais dire, à la base de ces actions, on se demande s'ils ont encore des cœurs. Malgré toutes les actions, malgré tous les phénomènes, malgré tout ce qui est entrepris par les pouvoirs publics, on a l'impression que tout ça tombe dans l'eau, ça tombe dans les oreilles de sourds. Il n'y a pas de retour. C'est aussi le regard à mutation, Georges-Alain Boyomo, un regard où l'espoir commencerait à s'amenuiser. Oui, je pense que même lorsque on veut que les choses s'arrangent, on est quand même obligé de constater, on doit quand même à la vérité de constater que la situation se dégrade. Et la dernière actualité est encore plus dure que celle qu'on a vue à la télévision tout à l'heure, avec cette route qui a été coupée au niveau à l'entrée de Bamenda. Je pense que même lorsqu'on a des revendications, même lorsqu'on a des attentes fortes, légitimes, on ne peut pas franchir un certain seuil. Ma conviction est que lorsqu'on veut s'attaquer à l'avenir d'un pays, on s'attaque à l'école. Alors, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, des innocents soient empêchés d'aller à l'école alors que... Attaqués, agressés, enlevés. Agressés, il y en a qui sont même amputés de certains membres. C'est assez dramatique, je ne comprends pas ce qui arrive. Je me demande si ce sont des Camerounais de sang et de chair comme nous, épris de paix, épris du droit à l'éducation. En tout état de cause, je pense que
le gouvernement va continuer à veiller au grain pour que la situation soit contenue et que le couloir qui mène à l'élection présidentielle ne soit pas véritablement le couloir de la mort. Il faut dire qu'un certain nombre de solutions avaient été envisagées pour permettre la reprise de l'école là où c'est possible, avec un encadrement sécuritaire un peu plus étroit, Georges. Absolument, sauf qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque élève, on ne peut pas mettre un militaire derrière chaque parent. 63 000 élèves, je crois, pour la région du Nord-Ouest, par exemple. Raisonnablement, objectivement, on ne peut pas sécuriser tous les établissements scolaires publics et privés. Donc, parce qu'il faudrait, Serge Pout, non seulement sécuriser les établissements scolaires, mais aussi sécuriser le chemin de l'école et puis encore sécuriser tout l'environnement dans lequel les populations peuvent se mouvoir pour éviter des représailles. Oui, la sécurité, elle est appelée à être aller crescendo encore, parce qu'on voit ces images qui sont choquantes. Ça montre qu'ils sont sans foi ni loi dans leur logique. Et ici, on voit se manifester le terrorisme. Ceux qui en doutaient encore, c'est de la production de la terreur sur un terrain assez fragile. Et ça me fait penser à un ouvrage de Emmanuel Dongala, Johnny Chien Méchant. Cet ouvrage est un roman sur les rébellions du côté du Congo-Brazzaville. Alors, ceux qui prétendent lutter pour le peuple, souvent, dans les combats qu'ils mènent, se retrouvent en train de piller, violer et voler le même peuple qu'ils combattent, pour qui ils combattent. Alors, on voit le contraste. Et ce qui est intéressant à travers la sortie de ces dames-là, les lamentations, c'est un cri du cœur qui est lancé par ces dames, c'est l'expression du ras-le-bol, c'est aussi l'expression selon laquelle un réveil commence à se faire. Et on va voir peut-être arriver, comme ça se passait dans le Septentrion, des mouvements d'autodéfense. C'est-à-dire que... Il y en a quelques-uns déjà, effectivement, sur le terrain. Il faut arriver maintenant, il faut que la population commence à défendre sa propre intégrité et à se dire, on ne va pas être chassé de là où on est, on ne va pas se mettre à entamer notre avenir. Parce que dites-vous bien, la rébellion, les guerres, pareil, quand elles s'achèvent, il y a bien de gens qui ont été tués pour rien. Mais pour autant, Henri Bomba, est-ce que on peut deviner dans des images comme celles qu'on a vues là ou d'autres événements organisés, je pense par exemple à la marche organisée par le maire de Limbé il y a peu, est-ce qu'on peut lire dedans la promesse d'un positionnement plus actif du corps social désormais? Est-ce qu'on irait jusqu'à penser que la logique de la peur serait brisée? La logique de la peur serait brisée. Moi, je pense que s'il y a escalade aujourd'hui, ce n'est pas faute d'initiative de la part du gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Le maire de la commune de Buea, Patrick Kema, oui, il fait beaucoup dans cette région. J'ai assisté à une cérémonie qui avait été organisée par des élus du coin il y a pratiquement un mois, où c'était un cri de cœur, c'était une célébration écuménique. C'était un cri de cœur. On a réuni les populations du sud-ouest pour les amener à dire non, à supplier même l'Éternel. Parce que quand on parle de célébration écuménique, c'était une adresse à l'endroit de l'Éternel pour dire nous avons besoin de la paix. En même temps, il y avait une autre réunion qui se tenait à Yaoundé, dans les mêmes circonstances, où les mêmes autorités du sud-ouest disaient non à cette histoire, au sécessionnisme, aux exactions. Donc c'est pour dire que le gouvernement fait ce qu'il peut, mais l'escalade, je suis d'accord avec Georges Alain, pour dire que on ne peut pas mettre un policier derrière chaque élève ou chaque parent. Mais avec le cri de cœur aujourd'hui qu'on commence à entendre, dans l'enceinte de chaque établissement, encore que certains établissements scolaires n'ont pas d'enceinte, c'est-à-dire que c'est simplement des bâtiments installés sur un espace accessible de toutes parts. C'est le plus difficile, en fait. C'est le plus difficile, parce que si vous imaginez la dernière actualité, comme le soulignait Georges Alain tout à l'heure, ce qui s'est passé à l'entrée de Bamenda, ce soir, vous imaginez, vous posez la question de savoir où étaient les forces de sécurité, puisque quand on est dans la banlieue de Bamenda, on suppose que ça devrait être sécurisé, mais on a l'impression que vraiment on est débordé. Georges Alain Boyomo, est-ce que les sorties, par exemple, de UNICEF à propos de ces enlèvements d'écoliers et attaques d'enseignants, est-ce que dans le même sillage, des
postures comme celle qu'adopte maintenant Human Rights Watch peuvent démontrer que le regard de ces organisations-là sur la situation et sur les mesures mises en œuvre, déployées par le gouvernement camerounais pour y faire face, commence à changer? Je pense que les Camerounais, de manière générale, avaient besoin des sorties un peu plus claires de la communauté dite internationale, parce que jusque-là, on avait le sentiment qu'on fignolait un peu, on ne disait pas clairement qu'on condamne ce qui se passe sur le terrain. Je pense que beaucoup d'organisations du système des Nations Unies, même certaines ONG internationales, doivent emboîter le pas à l'UNICEF, parce que il s'agit quand même d'un droit fondamental, l'éducation, pour ne parler que de ce cas-là. Maintenant, s'il faut parler de la sécurité, il faut parler de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Je pense qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas négociables. On voit bien comment certains pays qui ont été balkanisés sont aujourd'hui sujets à de multiples violences. Donc, au moins de ce point de vue-là, il faut que la communauté internationale se mobilise derrière le Cameroun. On accepte ces appels au dialogue, mais il faut également que, d'autre part, on puisse fermement condamner toutes les exactions qui ont cours dans ces régions. Ça pourrait peser de manière décisive dans la balance face à ce défi, Serge Pout? Oui, je pense bien. C'est d'autant que j'ai couvert la dernière conférence internationale sur l'éducation à Dakar en février dernier. C'était une coalition mondiale de tous les États au monde, des institutions, des organismes internationaux. Eh bien, il y avait donc là l'expression d'une volonté qui s'est matérialisée par des cotisations pour que les enfants aillent à l'école, pour chasser l'obscurantisme. Or, là, on a ici un exemple d'obscurantisme. On voit donc des menées terroristes qui empêchent les enfants d'aller à l'école, qui empêchent l'évolution de ce point de vue-là. Alors, une telle mobilisation, pour aller dans votre sens, en plus de l'UNICEF maintenant qui a parlé à haute voix, que les autres aussi fassent entendre, pas leur musique, mais leur voix musclée, et qu'on dise non, au-delà de toute considération politique, il ne faut pas gêner l'avenir des enfants. Et je pense que si on fait un clin d'œil à ce type d'organisation, qui a travaillé d'ailleurs, on doit le préciser, les zones d'éducation prioritaire existent, au Tchad, au Cameroun, à RCA, dans tous les pays où il y a eu des menaces et même des attaques de Boko Haram, qui, il faut le dire, s'attaquent justement à l'école. Et bien que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on devrait faire front commun contre ce type de logique. C'est Info Matin du groupe La Météo Henri Bomba qui indiquait qu'il est possible que maintenant les Nations Unies changent de regard sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et peut-être s'impliquent plus franchement aux côtés du gouvernement et pour condamner ce qui se passe sur le terrain. Bien évidemment, c'est Georges Alain qui disait tout à l'heure qu'il faudrait d'autres cris. Si l'UNICEF, il faudrait d'autres organisations pour suivre le mouvement de contestation, de protestation et même de condamnation qui a été lancé par l'UNICEF. Aujourd'hui, les Nations Unies, si elles le font, c'est peut-être dans cette même lancée-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je pense que si on s'en tient à l'escalade, au degré de barbarie dans ces régions, l'heure n'est plus à la condamnation. Je pense qu'il faudrait peut-être des moyens beaucoup plus coercitifs, des moyens beaucoup plus pratiques. Appuyer le Cameroun de manière plus pratique. De manière plus pratique. Voilà, c'est ce que nous pensons. Parce que si on s'arrête à la condamnation pour dire, nous disons non, nous ne soutenons pas, nous voulons... Non, je dis, il faudrait peut-être qu'on commence à penser à soutenir le Cameroun dans ce combat-là, dans cette lutte-là, pour que, comme le dit souvent Madame le ministre, c'est-à-dire pour permettre aux enfants d'aller à l'école. C'est le plus difficile. Et ce d'autant plus qu'on attend des échéances encore plus délicates du point de vue de la confrontation des idées. Serge Pout, je veux penser à l'élection présidentielle qui devrait se tenir sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire y compris dans le nord-ouest et le sud-ouest. Absolument, c'est impératif. Il faut laisser les gens exprimer leurs droits civiques et c'est important qu'ils votent. Et pour ce faire, donc, il faut que les routes soient sécurisées. Je voudrais dire une chose sur la coopération internationale. Qu'est-ce qu'on devrait attendre d'elle? C'est un soutien de plus par rapport aux renseignements. Là, il s'agit de rebelles qui ne portent pas sur leur front le nom de leur groupe. Donc c'est des attaques de type du genre
la guerre asymétrique. Et donc de ce point de vue, c'est des attaques sporadiques qui peuvent arriver, c'est des gens qui avancent masqués, et le renseignement est très important. Il a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé entre Santa et Bamenda. On sait qu'il y a des travaux qui sont en train de se dérouler à partir des Bebda donc aux portes de l'ouest du Cameroun, jusqu'à Makenene, et on voit qu'il y a une nécessité absolue, avec ce que le gouvernement investit, de sécuriser ce qui est fait. Donc il faudrait qu'on puisse faire ça. Donc le renseignement est fondamental. Il est fondamental de savoir exactement, je ne sais pas trop comment ils font, mais pour avertir, pour faire la prévention, pour sécuriser tant les moyens que la route vers les élections, mais après l'élection quand même, démontrer, et quelqu'un me le disait encore aujourd'hui, que l'intégrité du territoire ne doit pas être remise en question. Et à propos des élections, je vous propose, messieurs, que nous écoutions le président du Conseil électoral de Elections Cameroun sur la perspective de cette échéance-là, avant d'avancer dans notre débat sur la rentrée scolaire. Malgré les soubresauts, malgré tout ce qu'on dit, le calme. En direct, comment il est 20h30. Une bonne partie. C'est le 20h30 qui est censé passer. Vous savez que ces élections auront lieu dans les chefs-lieux du département. En collaboration avec les autorités administratives, nous avons travaillé d'arrache-pied pour nous assurer que les élections vont se passer sans. Quand on sort de là, on embrasse sur la deuxième partie du débat, la rareté du manuel. Ils ont des sécurités qui sont bien rassurées. Ce conseil, c'est un conseil de plein droit qui est sanctionné par les dispositions du Code électoral dans son article 19 alinéa 2, qui demande que dès que la convocation du Code électoral est annoncée, le Conseil électoral siège automatiquement pour évaluer le travail qui est à faire. La concertation avec les acteurs du processus est permanente. Nous le faisons au niveau des arrondissements. Dès que nous descendons sur le terrain, ce n'est pas seulement d'aller vérifier les inscriptions, c'est pour aussi discuter avec les acteurs du processus. Qu'est-ce qui se passe à leur niveau? Nous le faisons au niveau des arrondissements, au niveau des départements, au niveau de la région, et nous allons le consacrer à la fin par une concertation nationale au niveau de la centrale. Le Conseil électoral a toujours travaillé avec un corps qui faisait le rôle du Conseil constitutionnel, dont la Cour suprême. C'est un challenge pour le Conseil électoral parce que ça nous permet maintenant d'arrimer nos actions directement avec le Conseil constitutionnel qui est déjà en place. Nous avons déjà un interlocuteur privilégié qui nous permettra d'affiner nos activités. La direction générale, c'est la structure opérationnelle. Le Conseil électoral veille au bon fonctionnement de la structure. Donc il n'y a pas de place pour des conflits inutiles. Ça, ce sont des appréhensions de l'extérieur. Mais je voudrais vous rassurer que dans toute œuvre humaine, il y a toujours des faiblesses. Mais en général, nous avons un intérêt commun, c'est la réussite des élections. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos du nord-ouest et du sud-ouest. Ailleurs sur le territoire, il y a bel et bien eu rentrée scolaire, une rentrée sécurisée, mais pas forcément sereine, Serge Pout. La question du manuel scolaire, la fameuse réforme qui devait faire la joie des parents, a été quelque peu vandalisée, on va dire, vidée de sa substance en termes de satisfaction par l'absence de l'objet principal de la réforme en question, le livre. Alors, on peut utiliser une formule, l'unique a la peine à chasser l'inique, parce que l'iniquité était déjà là à travers, on a commencé à glisser en 2002, hein, voyez-vous, quand l'UNESCO a demandé de libéraliser le secteur. C'était ça le début, la première intention. Il fallait mettre en compétition les éditeurs, et tout de suite, tous ceux qui n'ont rien à voir avec l'édition se sont engouffrés, et le commerce s'est installé, c'est devenu l'affaire du lucre, et avec le commerce maintenant, les mauvaises manières, les mauvaises pratiques. Alors, subitement, on veut changer et on dit le livre unique, le manuel scolaire, on fait le dépoussiérage, on fait le coup de balai, mais c'est difficile, très difficile. Parce que qu'est-ce que ça montre
au niveau de la rareté. Ça montre que nous sommes encore dépendants au niveau des infrastructures. On vous dira, mais ils vous le diront tous, que 2 ou 3 éditeurs qui sont les poids lourds du secteur ont envoyé leurs disquettes, leurs éléments en Chine et en Inde pour là-bas faire des impressions de livres en quantité. Et en qualité. Et en qualité. Alors on est sûr que ça viendra en qualité, en quantité, mais vous voyez qu'on est obligé d'aller à l'extérieur. Il y a eu peut-être la solution de Sopecam, mais bon, on dit que c'est un concurrent, ça peut poser des problèmes. Au Cameroun, ça l'a montré, si on s'y prend un peu tard, comme on l'a fait, on va avoir ce genre de problème. Moi, je crois que certains parlent d'une précipitation, d'autres estiment que le gouvernement devait absolument siffler la fin de la récréation, il l'a fait. Mais ça fait partie des petites difficultés de cuire l'omelette. Problème de production, mais aussi problème de distribution. Henri Bomba, on a entendu, il faut appeler un chat, comme on sera peut-être obligé de le faire vers la fin de ce débat. On a entendu des libraires estimer que la marge qui leur était réservée sur les 10 manuels était telle que ça ne valait pas la peine pour eux de distribuer le livre. Ça, c'est leur cri. Mais je pense que ce qu'il faut dire aux Camerounais pour que ça se comprenne mieux, c'est que depuis, il me semble, 2010 ou 2011, le Cameroun s'est arrimé à ce qu'ils appellent le budget programme. Ça veut dire que l'essentiel des organisations au Cameroun fonctionne sur le fondement du budget programme. Le corollaire du budget programme, c'est l'objectif, c'est le résultat, l'obligation des résultats. Ça veut dire que lorsque vous engagez un programme, vous avez une obligation, vous avez le résultat à atteindre, c'est ça votre obligation. Et vous devez tout faire pour que vos actions vous convergent vers l'atteinte de ces résultats-là. Si ce n'est pas fait ainsi, ça veut dire que vous avez échoué. Lorsque vous prenez le texte qui organise la commission du livre, vous allez vous rendre compte que en son article, je crois 2, il y a le 3e ou le 4e point, fait obligation à cette commission de s'assurer de la disponibilité du livre sur l'étendue du territoire national. Alors si cela n'est pas fait à 1 semaine ou 2 semaines avant la rentrée scolaire, ça veut dire qu'il y a échec. Donc le résultat n'a pas été atteint, ça veut dire que le programme n'a pas été respecté. Il faut en tirer les conclusions. C'est aussi simple que ça. Parce que faire autrement, ça veut dire que ne pas chercher à atteindre ce résultat-là, ça veut dire qu'on n'est pas, que cette commission n'est pas en train d'assurer les missions régaliennes qui lui ont été confiées par le service du Premier ministre, tout simplement. Georges-Alain Boyomo, est-ce que vous avez, avec les informations que vous ont rapportées vos reporters, est-ce que vous avez eu le sentiment que l'ensemble des maillons de la chaîne, jusqu'à ceux qui doivent délivrer le manuel scolaire à la fin aux parents qui en ont besoin, est-ce que vous avez l'impression que l'ensemble des maillons de la chaîne ont été impliqués dans le cadre de cette réforme et que les besoins et doléances et perceptions et visions des uns et des autres ont été justement dosés, équilibrés? Impliqués, oui, mais je pense que les maillons n'ont pas été articulés parce que pour avoir au bout de la chaîne le résultat qui est souhaitable pour toute la communauté éducative, il faut effectivement que ces maillons-là soient articulés pour que chacun joue convenablement son rôle. Ce qui se passe, c'est que il y a, pour ainsi dire, peut-être un trop plein d'énergie qui a été mis sur l'annonce du livre unique. Et on a oublié que derrière le livre unique, il y a toute une machinerie qui doit être sur pied afin que la mayonnaise prenne effectivement. On ne va pas cracher ou alors on ne va pas totalement voir notre enthousiasme, notre joie doucher par tout ce qui se passe parce que le livre unique, il faut le reconnaître, sur le pouvoir d'achat, c'est un véritable bol d'air, une véritable bouffée d'oxygène pour les parents. On parle d'une chute de l'ordre de 40% des dépenses en la matière pour certains portefeuilles. Maintenant, je pense qu'il y a donc ces réglages à opérer. Et il faut bien dire que la commission a été, pour ainsi dire, toilettée et a vu ces textes également toilettés à pratiquement 2 mois avant la rentrée scolaire. Donc, même avec toute la volonté du monde, il est difficile même pas un coup de baguette magique, de changer les choses qui
ont longtemps perduré, des choses, des pratiques, je dirais mafieuses qui ont longtemps perduré dans le domaine, les changer d'un coup de baguette magique, c'était pas évident. Donc peut-être on va convoquer l'indulgence des parents, j'en suis un. Moi-même, je suis très peiné de ne pas avoir tous les livres de mes enfants, mais je pense que la mayonnaise va prendre progressivement. Serez-vous indulgent, Serge Pout? On a encore le souvenir de ces moments où on nous renvoyait les enfants à la maison parce qu'ils n'avaient pas de manuel et où on nous expliquait qu'il n'est pas possible de faire la classe si les écoliers ou les collégiens n'ont pas leur manuel. Alors aujourd'hui, c'est le renvoyeur de l'écolier sans manuel qui est à l'origine de l'absence de manuel. Évidemment, je mets tout cela entre guillemets. Est-ce qu'il suffit de convoquer la patience? Oui, il faut convoquer la patience. Il l'a dit tout à l'heure, hein, ils ont eu à peine 2-3 mois pour mettre la machine, mais ne perdons pas de vue l'objectif. C'était devenu du grand n'importe quoi à l'école. Donc, à partir du moment, et nous avons tous suivi Actualité Hebdo tout à l'heure, quand on préparait ce programme, on a vu Alain Bélibi ouvrir un livre et n'a pas pu continuer la lecture parce qu'il y avait une faute grossière qui était là. Donc, beaucoup de livres étaient parsemés de fautes comme ça. Donc, il fallait tout de suite assainir. C'est le but de la manœuvre. Maintenant, c'est pas évident. Il y a, comme il dit, on parle d'assainissement, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à tous les niveaux, à tous les segments, un travail qui doit être fait. Mais l'assurance que nous ont donnée tant les membres du Conseil permanent que du ministère, des ministères en charge de l'éducation, c'est que d'ici au 10, c'est-à-dire la semaine prochaine, ou peut-être, mettons, à la fin du mois de septembre, ces bateaux viendront, voilà, et on pourra avoir les livres. Et moi, j'ai vu des parents réjouis dans les différentes librairies pour les livres qu'ils ont pu acquérir à moindre coût. Et là, au moins, c'était bien. C'est pour ça que je veux dire à mon collègue d'en face de ne pas être procureur et de tirer des conclusions. Non, il faut savoir gré au gouvernement d'avoir rattrapé au moins une situation qui était très dangereuse pour le pays en contexte économique du savoir. Dans le monde entier, on ne peut pas dominer, on ne peut pas parler de développement si on n'a pas une qualité de la formation. Et la qualité de formation, c'est la qualité du livre. Le livre qui doit être distribué, Serge Pout. Oui, absolument. Les problèmes de distribution se posent. Les libraires, j'en parlais, j'interrogeais Henri Bomba là-dessus tout à l'heure, il a gentiment mis la question de côté, mais elle demeure. Oui, la question des marges, parce qu'il faut souligner que le manuel scolaire unique est accompagné toujours de la mesure du prix homologué et qu'il faut bien que les différents maillons de la chaîne... On va essayer de mettre le pied sur l'accélérateur. La question de la distribution ne se pose pas qu'au niveau du livre scolaire. Elle est générale. Au Cameroun, la distribution est un problème parce que nous avons des zones qui n'ont pas le même niveau. Mais le livre est un produit sensible. On doit l'avoir à l'école publique des Sos 2 autant qu'à l'école publique de Garigombo. Au même moment. On doit l'avoir, bon, pas forcément au même moment, on doit l'avoir. Maintenant, des conditions pour que ça arrive à Angoïla et autres, c'est les conditions de développement. Donc l'accès est un problème, d'où les questions de décentralisation. On parle de l'école, on parle de ça. Il faut accélérer. Il faut que le développement ne soit pas l'affaire des villes qui ont les grands luminaires. On peut être heureux, Henri Bomba, d'avoir au moins été débarrassé d'un esprit mercantiliste qui avait fini par étreindre le secteur du manuel scolaire et l'esprit des jeunes gens et la bourse des parents en même temps. Je crois véritablement que c'était ça l'esprit du Premier ministre et chef du gouvernement. En fait, c'était l'une des idées, l'une des raisons qui ont poussé le Premier ministre à prendre cette décision. Et les Camerounais l'ont beaucoup salué, ont beaucoup salué cette initiative. Aujourd'hui, que Serge voudrait que je ne sois pas procureur pour telle ou telle chose, mais je voudrais tout simplement lui rappeler que le style managérial s'accompagne toujours de la communication. Ça veut dire que lorsque vous sentez que on m'attend dans un délai et que je ne peux pas, on communique. Lorsque c'est les parents, ce sont les parents qui ont constaté que lorsque vous allez arriver qu'il n'y a pas de livre. Ça veut dire que la commission n'a pas communiqué. La commission avait la date de la rentrée. La commission aurait pu communiquer, dire que bon voilà, la rentrée c'est dans 2 jours, dans 1 semaine.
telles que les choses se présentent, il est possible que le livre ne soit pas disponible pour préparer les esprits des parents. Alors, lorsque vous arrivez dans une librairie, vous avez la liste des manuels scolaires, c'est le libraire qui vous dit « je n'ai pas 6, je n'ai pas sur 7 livres », il vous dit « je n'ai pas 9 livres ». Alors, vous voulez que je sois indulgent? Parce que... Je ne veux pas que vous soyez procureur. Monsieur, vous avez vu le système, vous avez échoué. On remarque effectivement qu'il n'y a pas eu ça. Et donc, d'ailleurs, on a fait le reproche à M. Mwunda, secrétaire permanent, mais ce n'est pas que lui. Non, pourquoi on demande d'être indulgent? C'est qu'en fait, on est au commencement d'une nouvelle ère. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vigilance critique. D'ailleurs, elle est bien critique, et il est même mieux que ce eût été donc le côté des parents, parce que si ça n'avait pas été les parents, ce serait la presse, on aurait dit, elle parle au nom de qui? On a vu des parents eux-mêmes exiger et dire une chose contrastée, c'est-à-dire dire que c'est moins cher, mais dire on ne voit pas les livres. Et là, à ce moment, ceux qui sont chargés de ça vont comprendre qu'ils doivent bien se dépêcher, sinon à ce moment, monsieur le procureur... Henri met le doigt sur une réalité sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux, et ce qui est peut-être lié simplement à la lourdeur de notre machine administrative, parce qu'il faut bien savoir que le conseil d'agrément dépend des services du Premier ministre. Et donc, je crois qu'il faut quand même un certain nombre de feux verts, il faut le feu vert de la primature avant que ce conseil-là ne communique sur un certain nombre de choses. On va le voir certainement dans le sujet qui va suivre. Vous faites donc, bien de l'évoquer, c'est pas la volonté qui manque. Parce qu'on va justement y aller, la commission ou le secrétaire permanent de la commission, vous me direz tout à l'heure, en tout cas, vers la fin de la semaine, on a bien vu le professeur Marcelin Mwunda et toi monter au créneau sur diverses antennes. Il était encore à Actualité Hebdo il y a quelques heures. J'ai ouï dire qu'il est chez quelques confrères en ce moment, à propos de cette polémique née d'un aspect auquel on n'avait pas pensé. C'est-à-dire que le manuel scolaire est rare, mais l'un des rares que l'on peut facilement trouver est au centre d'une grosse polémique. Il s'agit du manuel L'Excellence en sciences, inscrit au programme francophone en classe de 5e. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit, ça me permet de lancer la revue de presse, parce qu'il a fait les choux gras de la presse cette semaine. De Pékin après le 3e forum de coopération sino-africain. Pour le quotidien national bilingue, c'était le rendez-vous de tous les records. Au total, 4 accords de partenariat en poche pour le Cameroun, hautement représentés par le président de la République, Paul Biya. Dans les colonnes de Cameroun Tribune également, le bilan du mini-sommet sur le VIH-Sida, les premières dames africaines aux côtés de la First Lady chinoise Peng Liyuan se promettent d'œuvrer pour un avenir sans VIH-Sida. Dans l'actualité de la semaine surtout, la rentrée scolaire. Le sexe et le scandale s'y invitent. À la une de Mutation, l'excellence en sciences s'inscrit au programme de la classe de 5e, le livre qui fâche. Le Messager se fait l'écho du tollé suscité par l'ouvrage qui contient des images scandaleuses de cette pratique, la zoophilie. Du sang également à la rentrée scolaire, le jour révèle que la plupart des enseignants et des élèves des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont préféré se terrer chez eux pour fuir les enlèvements. Dans le détail, Mutation parle d'un directeur d'école primaire froidement assassiné, 6 élèves et un principal kidnappé. Le point des exactions résumé dans le communiqué du ministre de la Communication cette semaine. Le journal de Marie-Claire Nana ouvre sa tribune à la déferlante de condamnations. Le président de la République, les diplomates, les Nations Unies, la société civile, les hommes politiques et religieux disent stop à la barbarie dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais il y aura élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parole du président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe, relayée dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le point des préparatifs de la présidentielle est fait à la 7e concertation nationale entre les acteurs du processus électoral. Une autre assurance dans le journal de Marie-Claire Nana, le matériel électoral sera disponible à temps. Le délai de 10 jours a été respecté, constat du ministre de l'administration territoriale, Paul Latangandji. Le Messager porte les voix qui réclament un débat électoral à 9.
avec une annonce de la Commission africaine des débats électoraux. L'œil du Sahel zoome sur le nombre d'électeurs inscrits dans le Grand Nord. Plus de 2 millions, une tendance baissière selon le journal de Guibaï Gattama. Et puis enfin, premier test très attendu de Seedorf ce samedi, un but partout entre les Comores et le Cameroun finalement. Les Silakantes n'ont pas bouffé du lion au match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Total 2019. Le livre qui fâche, Georges-Alain Boyomo. Et pour fâcher, il n'a pas fait dans la dentelle. Tout à fait. Je pense que ceux qui ont souvent pensé que pour cacher quelque chose au Camerounais, il faut mettre cette chose-là dans un livre, je pense qu'ils sont lourdement trompés cette fois-ci. On peut se réjouir désormais que les Camerounais lisent. Parce que la réalité quand même était assez choquante pour que les uns et les autres ne remarquent pas cela. Et on peut dire merci aux lanceurs d'alerte. Même si aujourd'hui la raison peut être que ce livre au programme depuis 3 à 4 ans, cela n'exonère en rien les autorités en charge de ce secteur-là de nous expliquer et peut-être de faire simplement amende honorable, parce que c'est dans d'autres circonstances on parlerait simplement de faute lourde, parce qu'il s'agit quand même, comme on en parlait tout à l'heure, de l'éducation de nos enfants, et inscrire une telle question au programme nécessiterait quand même un certain nombre de précautions. Ailleurs, on a vu que des questions pareilles sont inscrites au débat parlementaire. Ça veut dire que c'est pris en charge à un niveau encore plus élevé. Alors, si on veut parler d'une réforme de programme sur cet aspect, effectivement, je pense qu'il faut tenir compte de l'environnement qui est le nôtre, de l'environnement africain qui doit guider tous nos actes, qui doit guider toutes nos postures. Georges-Alain Boyomo parle de faute lourde de Serge Pout. Vraiment, n'est-ce pas la communauté nationale qui n'aurait pas été attentive au moment de la réforme il y a 4 ans? Ça ne s'est tout de même pas déroulé sous le boisseau. Non du tout. Ça montre que d'ailleurs, à la fois on lit, mais à la fois on est aussi, on va dire, un peu d'école buissonnière. Parce que ceux qui l'ont remarqué aujourd'hui ne l'ont pas remarqué il y a 4 ans. Et ça fait 4 ans que pas seulement un livre, 7 livres étaient au choix. C'est un livre à choix multiples et les gens pouvaient choisir entre Pierre Paul et autres. Ce que je veux dire sur cette question-là, c'est qu'à mon sens, on devrait insérer un programme d'éducation à la sexualité. Et ça existe, ça se fait partout. Ça doit être le prolongement de ce qui se fait dans les domiciles, dans les chaumières. Le problème ici, c'est la méthode. C'est que les pédagogues ont péché sur la pédagogie. Ils ont été crus et n'ont pas tenu compte quand même de l'enfant, de l'âge des apprenants. Et peut-être qu'ils se sont dit, répondons par la cruauté avec un langage qui sied au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que dites-vous une chose, aujourd'hui, les enfants sont en avance par rapport à nous sur le maniement des smartphones, sur même pratiquement de la télé à la maison. Nous, on ne connaît pratiquement rien. Ils sont au courant de tous les programmes. Et ces programmes qui débarquent d'ailleurs sont remplis d'images lascives avec, de manière parfois sournoise ou pas, les scènes d'homosexualité. Regardez les telenovelas que nous consommons. Mais jamais vous avez entendu un cri d'orfraie lancé par les épouses et les maris sur ces films avec les homosexuels. On va leur accorder le bénéfice du doute en se disant qu'ils mettent les enfants à l'abri à ce moment-là. Non, ce que je veux dire quand même, c'est que il y a une intention qui était là derrière ça, c'est que le gouvernement n'a pas dit on favorise. Non, on prépare les enfants, on les prémunit contre. Le problème, c'est comment ? Et c'est en cela qu'ils ont échoué, c'est mon point de vue. Voilà. Le problème, c'est comment, et vous répondez en étant les premiers sur le coup. Henri Bomba, être les premiers à briser l'innocence, la naïveté des enfants, c'est une recette pour les aider à se prémunir plus tard, à se protéger plus tard. Ça, c'est l'argument de ceux qui veulent véhiculer. Je m'avais emprunté à une expression de chef de l'État, cette chose-là. Personnellement, je suis indigné quand je parle de cette affaire. Moi, j'inscris également mon opinion en distance vis-à-vis de celle de Serge.
Je ne pense pas qu'il s'agit d'éducation à la sexualité. Il s'agit d'éducation d'une éducation déguisée à la déviance. Parce qu'éducation à la sexualité, nous sommes africains, Cheta. La sexualité pour l'Africain, ça veut dire qu'un homme va avec une femme. Une femme va avec un homme. C'est ça la sexualité en Afrique. Non, mais c'est parce que dit le livre. Alors, le livre ne dit pas le contraire. Alors, le livre dit que l'homme peut aller avec un animal. Le livre dit que c'est une déviance que d'aller avec un animal. C'est pour ça que je dis que c'est une éducation déguisée. Le fait de dire... de révéler à l'esprit qu'il est possible le fait de mettre avec déjà ça à l'esprit d'un enfant, c'est une façon de susciter en lui la curiosité et le désir même de savoir. Parce qu'en général, quand on... C'est pas un commentaire. Alors, pour le 5e, est-ce que vous imaginez le nombre de déviances qui se pratiquent dans l'enfance? Est-ce que vous savez ce qui se fait dans la dissimulation? On ne va pas en même temps, en général. Alors oui, mais en même temps aussi... Des pratiques marginales. Oui, on peut leur reprocher d'avoir mis ces images-là. Mais la première intention pour l'enfant qui ne regarde pas le second degré, c'est de savoir que désormais, cet acte-là n'est pas bien. Alors, Georges-Alain Boyomo, les auteurs, les éditeurs et ceux qui ont fait ces programmes disent le livre est un outil qu'on met entre les mains des enseignants qui, eux, sont expérimentés pour que les enseignants les utilisent pour formater les jeunes. C'est un argument que vous recevez? Non, c'est un argument qui est irrecevable parce qu'il y a le livre du maître, il y a le livre de l'élève. Et pour le cas d'espèce, les fameux comportements émergents se retrouvent dans le livre de l'élève. On aurait pu simplement mettre cela dans le livre du maître. Et le maître, avec ses mots, avec sa science, avec sa pédagogie, aurait pu donc expliquer ces comportements émergents, encore que cette jolie expression-là cache généralement un autre agenda. Donc, oui, c'est ça qui est inscrit, comportement émergent, la zoophilie et autres. Donc, je me dis qu'il y a eu quand même une faute à ce niveau-là. On aurait pu mettre à niveau les maîtres, parce que même la manière d'expliquer doit faire l'objet d'une mise à niveau. Tant que ce n'est pas le cas, je ne suis pas sûr que les gens vont savoir comment expliquer la zoophilie, comment expliquer la pédophilie. Et lorsqu'on inscrit tout cela dans un mouvement mondial, on peut quand même s'inquiéter parce que le débat sur ces fameux comportements émergents fait florès en France notamment et autres. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des suppôts de ces gens-là ici et que ces gens-là essaient donc de vulgariser et même de banaliser ces pratiques-là qui, encore une fois, ne sont pas propres à notre environnement. Et ce d'autant plus que le manuel atterrit d'abord entre les mains du jeune apprenant avant le moment de la leçon. Je crois avoir vu, on était à la page 59-60, je doute qu'on commence une année scolaire par cet endroit-là. Entre-temps, le jeune apprenant a le manuel entre les mains avec ses camarades. Donc, l'argument de l'accompagnement dans le contact avec ces éléments-là peut être relativisé. Pour autant, Serge Pout, est-ce qu'il faut céder à la complotite? Non, je ne pense pas. Et c'est pour ça que je pense que j'ai bien peur qu'on se contente de critiquer sans proposer. Les pays où il n'y a pas ce genre de problème, ce sont des pays qui ont travaillé sur leur culture, qui ont utilisé la culture comme le ferment du développement et qui ont ensemble défini les valeurs qui sont les leurs. Et un grand chantier d'abord, utiliser la culture comme le ferment du développement et qui ont ensemble défini les valeurs qui sont les leurs. Et un grand chantier d'abord. Qui sommes-nous? Quand vous dites il y a une éducation, c'est laquelle? Vous voyez comment on est dans une société qui est atomisée. On est africain, d'accord, mais si je vous demande c'est quoi l'éducation sexuelle africaine, vous allez me raconter des anecdotes. Mais il n'y a pas un travail de fond qui est fait sur ça. Il parlait tout à l'heure du coaching des enseignants. Il a raison. C'est-à-dire ça. Il y a un travail qui est fait en amont. Il faut savoir quelles sont nos valeurs, c'est quoi l'éducation sexuelle, inspirée du patrimoine africain camerounais. Mais il faut le bâtir. Ça fait très longtemps, comme on dit toujours, on fait le recensement du patrimoine immatériel et chaque ministre vient faire le recensement du patrimoine et il recommence, un autre vient, il recommence et on n'a rien fait et on accuse les autres. Il faut puiser dans notre arsenal authentique et en discuter. Alors messieurs, on va en arriver au terme de ce débat. Il faut bien se poser la question il y a eu un tollé, grosse polémique et ensuite
On a bien vu le professeur Marcelin Vunda et toi aller de plateau en plateau, expliquer un certain nombre de choses. Quelques auteurs de ce livre au centre de la tourmente également sont montés au créneau, mais la presse semble toujours en attente d'une réaction officielle, institutionnelle à cette affaire, Henri Bomba. Oui, bien sûr. Vous savez, lorsqu'il y a un tollé comme celui-là, le parent qui s'inquiète, qui s'indigne depuis la semaine dernière et qui continue de s'inquiéter, attend une chose, qu'on lui dise que le livre a été retiré, tout simplement. Maintenant, lorsque nous avons suivi le professeur Vunda est dans des mécanismes techniques qui sont obscurs, peut-être même obscurantistes pour le parent. La seule chose qu'il faudrait peut-être faire, c'est peut-être que cette commission revoie la copie, et puisque cela relève également de ses compétences régaliennes, qu'elle revoie la copie et qu'elle propose à sa hiérarchie la réforme de ce livre, son retrait pur et simple, ou alors les amendements possibles pour qu'on n'ait plus ce genre de choses. Ce sera cela le mot de la fin, messieurs. Il faut une sortie officielle, institutionnelle sur cette question, ne pas laisser passer la polémique et la laisser s'essouffler d'elle-même. Éteindre la polémique tout de suite et maintenant. Cependant, la réponse, ce n'est pas ce livre seulement, c'est la réponse globale. Et cette fois-ci, ouvrir aux acteurs sociaux pour que il y a une véritable... Et puisqu'il faut commencer quelque part, on commence par ce livre, on le retire des programmes et on essaie de mieux se pourvoir. Eh bien, messieurs, merci d'être venus à Scène de Presse parler de cette rentrée scolaire avec ses bons et ses mauvais points. C'est parti pour une nouvelle année qu'on espère un peu moins mouvementée qu'elle n'a commencé. Bonsoir. Merci. Merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être restés sur Scène de Presse.